Alors, je reprends le fil de ce que j'ai présenté ce matin par rapport à ce que la lumière provoque sur les animaux. Vous vous souvenez, on a parlé de phototactisme, donc qui peut être positif, c'est-à-dire que certains animaux sont attirés par la lumière, ou négatif, c'est-à-dire que certains animaux sont repoussés par la lumière. Donc ça, c'est une conséquence en fait de ce qui se passe dans la nuit naturelle. Certains animaux se dirigeant avec les étoiles, et d'autres ayant fait un parallèle entre la lumière et un danger de prédation. Donc on retrouve en fait cet effet mis bout à bout sur des infrastructures qui peuvent être linéaires et qui causent du coup une fragmentation du noir. Donc c'est quelque chose qui visuellement se voyait très bien sur une photo nocturne par exemple, et maintenant on a des publications qui le démontrent d'un point de vue fonctionnel. Donc les animaux qui sont repoussés par la lumière, c'est par exemple plutôt les mammifères ou les amphibiens, vont jamais pouvoir traverser cette route puisqu'ils évitent la lumière. Et les animaux qui sont attirés par la lumière, typiquement les insectes, vont être finalement collés sur la route, ils ne pourront jamais la traverser non plus. Donc on comprend maintenant que la lumière en fait est une source de fragmentation des habitats au même titre que d'autres structures qu'on connaissait et qui étaient physiques, les routes et les habitations. Alors, face au phénomène de fragmentation, ce qui est préconisé par la communauté scientifique, c'est de faire ce qu'on appelle des réseaux écologiques. Donc c'est quelque chose qui découle de l'écologie du paysage, c'est-à-dire d'analyser en fait les mouvements d'espèces à une échelle relativement large, qui est l'échelle du paysage, en catégorisant les éléments du paysage en plusieurs types, et notamment ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité ou les noyaux, qui servent finalement de lieu de vie aux espèces, c'est les espaces les plus riches, et qui sont reliés entre eux par des éléments linéaires qu'on appelle les corridors et qui assurent vraiment cette fonction de déplacement. Donc le tout forme un réseau écologique. Donc c'est un ensemble de milieux naturels qui sont à la fois préservés et reliés entre eux avec des notions importantes de surface minimale nécessaire, de nombre de connexions nécessaires, etc. Et puis bien souvent le réseau écologique c'est en fait une compilation de plusieurs sous-réseaux, donc ce qu'on va appeler des sous-trames. C'est-à-dire qu'on va avoir des réservoirs de biodiversité et des corridors par type de milieu, et c'est l'ensemble de ces sous-réseaux qui vont former le réseau écologique complet. Donc ça, c'est en fait ce qui émane des travaux scientifiques et qui a été repris ensuite par la sphère politique dans ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Donc, projet politique porté par le ministère de l'écologie suite au Grenelle de l'environnement. Et les ONG ont en fait mis en avant le fait que la fragmentation des habitats était très peu traitée en France. Et donc, une nouvelle politique est née pour lutter contre ce phénomène. Plus largement, elle vise à prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement du territoire. L'objectif, c'est ça, c'est de préserver et de restaurer un réseau écologique, donc un ensemble de réservoirs de biodiversité et de corridors, ce qui a été appelé continuité écologique. Voilà, c'est la somme des réservoirs et des corridors forment les continuités écologiques. Alors la question qui est... alors juste pour préciser un peu plus la trame verte et bleue, elle se met en œuvre à 3 échelles de territoire, une échelle nationale qui repose sur un document cadre qu'on appelle les orientations nationales trame verte et bleue, qui sont validées par décret. Ensuite, il y a une échelle régionale qui était basée jusqu'à présent sur des schémas appelés SRCE, schémas régionaux de cohérence écologique, maintenant transformés en SRADET, donc un nouveau schéma intégrateur au niveau régional, qui prend en compte d'autres thématiques que les continuités écologiques. Et au niveau local, donc les documents d'urbanisme, les chartes de PNR, voilà, tous les types de documents qui sont mis en place à une échelle infra-régionale, avec un niveau d'opposabilité entre ces différents niveaux. C'est-à-dire que l'échelle locale prend en compte ou est compatible avec l'échelle régionale, qui elle-même prend en compte l'échelle nationale. Alors comment la pollution lumineuse est pour l'instant prise en compte dans la trame verte et bleue, telle que la trame verte et bleue est encore en cours, puisque c'est une politique publique qui est quand même en forte mutation. Il y a eu une modification du Code de l'environnement assez récente sous l'impulsion de la loi biodiversité, qui a modifié l'article du Code de l'environnement qui définit les objectifs de la trame verte et bleue, en listant maintenant la gestion de la lumière artificielle comme un des aspects dont la trame verte et bleue doit également tenir compte. Donc c'est déjà une petite avancée qui confirme en fait quelque chose qui était déjà inscrit dans les orientations nationales trame verte et bleue. Donc là c'est un document qui lui avait été validé en 2014 par le décret, et qui listait donc la pollution lumineuse comme un des effets connexes à l'urbanisation qu'il fallait également prendre en compte. Donc pour l'instant, le cadrage national sur la trame verte et bleue mentionne la pollution lumineuse, mais en toute honnêteté reste quand même assez faible pour l'instant.
Néanmoins, les OLTDB, donc les orientations nationales, sont justement prévues d'être révisées d'ici à 2020-2021. Donc on espère pouvoir les renforcer sur cet aspect. J'ai fait un petit bilan quand même de comment la pollution lumineuse avait été prise en compte à l'échelle régionale, donc par les SRCE, si vous vous souvenez, le schéma TDB régional. Pour l'instant, elle est assez prise en compte concrètement. Elle est par contre bien identifiée dans les diagnostics, puisque les SRCE font déjà un état des lieux de toutes les menaces qui peuvent peser sur la biodiversité à l'échelle régionale. Et là, la pollution lumineuse est bien identifiée. Et on a également quelques actions qui sont assez présentes dans les SRCE, à la fois de réduction de l'éclairage, mais aussi de sensibilisation, voire de recherche opérationnelle pour acquérir de nouvelles connaissances. Ensuite, il y a également le volet de l'évaluation environnementale qui reparle assez fortement des nuisances lumineuses. Alors la question qu'on s'est posée justement, maintenant qu'on sait que la lumière peut être une source de fragmentation, c'est comment on essaye de faire entrer la pollution lumineuse dans la trame verte et bleue. Première approche un peu basique, on va dire, c'est de croiser la trame verte et bleue avec les cartes de pollution lumineuse pour identifier les points de conflit, c'est-à-dire là où la pollution lumineuse empêche le passage des animaux, en fait, coupe des corridors écologiques. Ça, c'est une approche qu'on peut faire quand on a déjà une trame verte et bleue et qu'on a en plus une cartographie de pollution lumineuse, ce qui n'est déjà pas simple, effectivement. Alors, ça a été testé par le Parc national des Causes du Quercy, qui a fait finalement la première étude globalement sur ce sujet en 2012, pour identifier des zones en jeu par un système de croisement cartographique. Là maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller un peu plus loin, on va dire, et d'identifier vraiment ce qu'on appelle une trame noire. Donc c'est un concept nouveau qui apparaît plutôt par les territoires. Comme vous l'avez vu, pour l'instant, il n'est pas officialisé à l'échelle nationale. Mais en fait, c'est de prendre en compte l'alternance jour-nuit dans la trame verte et bleue. Et donc, le fait que maintenant, dans la trame verte et bleue, on sait qu'il peut y avoir des problématiques qui sont vraiment circonscrites dans le temps, une fragmentation qui est liée à la lumière, donc qui n'est présente que la nuit. En fait, si on éclaire le jour, ce n'est pas une source de fragmentation. Donc, il y a vraiment une dimension temporelle à croiser avec cette trame verte et bleue, et donc faire une sorte de trame noire en miroir de la trame verte et bleue de jour. En intégrant la pollution lumineuse, ou enfin, plutôt l'obscurité, en amont quand on identifie le réseau écologique lui-même. Alors on en est vraiment au début de ce système trame noire. Il y a globalement deux approches quand même qui se dégagent. Il y a soit on a déjà une trame verte et bleue et donc on va essayer d'extraire la partie la plus sombre de la trame verte et bleue. Donc on utilise pour ça à nouveau de toute façon des cartographies de pollution lumineuse. Donc, dans tous les cas il faut une source de données de ce type-là. Et donc là la trame noire c'est un sous-produit quelque part de la trame verte et bleue, elle est incluse dedans. Soit on n'a pas encore de trame verte et bleue sur le territoire, ou alors on en a déjà une, on veut vraiment refaire la démarche dès le départ, et donc eh bien, on fait rentrer l'obscurité comme un critère de qualité quand on fait l'identification des corridors et des réservoirs, qui bien souvent se base sur la modélisation. Donc on peut tout à fait faire entrer ce paramètre comme un coefficient en fait, de perméabilité ou au contraire de frein au déplacement des espèces. Donc deux approches que j'appelle intégratives ou déductives. Donc ces deux-là ont été testés finalement déjà, puisqu'en termes de retour d'expérience, donc c'est la carte en bas à droite, vous l'aviez déjà ce matin mais je ne vais pas trop commenter. C'est en gros les projets de trame noire qu'on a en France, il y en a pour l'instant très peu, c'est de l'ordre de 3-4. Notamment, donc, on aura un retour d'expérience de l'un d'entre eux par Héloïse, qui est du Parc national des Pyrénées, donc en contexte très préservé. Et puis un autre projet qui a été mené à Lille, donc en contexte là pour le coup très urbain, par le bureau d'études Biotope. Il y a également un retour d'expérience à Rennes qui a été mené par des éclairagistes, l'agence Concepto, donc c'est intéressant aussi de voir que ces acteurs-là aussi se mobilisent pour eux-mêmes travailler sur la trame noire. Et puis depuis, puisque cette carte, je l'ai publiée en 2017, ça a déjà évolué, il y a également le PNR des Caps et Marais d'Opale qui vient de terminer une trame noire également par le bureau d'études Terroico. Et puis on l'a vu, là déjà dans les discussions, certains disaient si là dans telle ville il y a une trame noire qui va se faire, etc. Donc on voit bien que ça décolle. Donc là vous avez des aperçus un peu des deux projets Lille et Pyrénées. Donc Lille c'est en haut à droite par le bureau d'études Biotope et les Pyrénées c'est en bas à gauche par le bureau d'études TAR Skylab. Et donc on retrouve finalement dans ces deux projets les deux approches dont je parlais, soit d'extraction de la partie la plus sombre de la trame verte et bleue, c'est par exemple ce que vous avez ici qui a été fait dans les Pyrénées, soit de remodélisation, vraiment refaire mouliner l'identification des corridors, c'est ce qui a été fait à Lille en intégrant l'obscurité
comme un paramètre, comme les autres, quoi. Voilà. Juste pour terminer aussi, donc dire que une fois qu'on a fait la trame noire, évidemment, c'est pas forcément terminé, hein. La trame noire, c'est finalement l'existant, donc ce qui est le plus noir, qui est déjà encore plutôt satisfaisant pour la biodiversité. Mais après, il y a toute une palette d'actions pour gérer l'éclairage nocturne dans les continuités écologiques. Donc là, je ne reviens pas là-dessus, parce qu'on en a déjà bien parlé ce matin, mais avec les différents axes de gérer l'éclairage en durée, de gérer l'éclairage spatialement, ou alors de travailler aussi sur les caractéristiques des points lumineux. Évidemment, la trame noire, c'est pas une fin en soi, hein, c'est quelque chose qui reste assez macro, c'est une sorte de cadre stratégique. Et ensuite, ça nécessite déjà de préserver ce qui est effectivement noir, ou de restaurer des espaces qui pour l'instant ne sont pas dans la trame noire, mais qu'on pourrait refaire venir dedans en réduisant l'éclairage nocturne. Donc juste quelques questions qui pourraient pourquoi pas être abordées tout à l'heure dans la discussion, parce qu'on manque encore de connaissances, de pratiques sur la mise en œuvre de cette trame noire. Donc, quelles espèces modèles utiliser? Ça a été vraiment des questions assez fortes pour les projets des Pyrénées et de l'île. Donc là, en l'occurrence, c'est des chauves-souris qui ont été utilisées. Vous verrez ça dans la présentation d'Héloïse. Quel seuil de sensibilité utiliser? Donc à partir de quel niveau d'obscurité on considère que c'est bon, c'est suffisamment noir en fait pour la biodiversité? Quelles données de biodiversité, quelles données d'éclairage? Ça aussi, c'est un vrai casse-tête. Et puis dans le processus même de construction, hein, pour toute la facette acceptabilité de la trame noire, puisque à Lille, par exemple, ils avaient un volet écologie, mais aussi un volet sociétal avec des enquêtes auprès des habitants pour voir si pour eux c'était acceptable ou pas d'avoir des zones plus sombres pour la biodiversité. Puisque parmi les freins, donc on sait qu'effectivement, par exemple, l'insécurité ou le sentiment d'insécurité peut être assez fort parfois. Bonjour, donc moi je suis Héloïse Dech, donc je suis chargée de mission transition énergétique au Parc National, donc ça va être une illustration concrète des propos de Romain. Juste un petit mot pour dire que, donc, comme l'a rappelé Léa, le Parc National est coporteur de l'ARIS. Alors on est 3 coporteurs, chacun ayant un petit peu sa spécialité, et le syndicat départemental de l'énergie, évidemment, il a un côté très technique sur la conversion de l'éclairage. Le Pic du Midi va plus, donc il est à l'origine du projet avec l'association Pyrène, et puis lui il a une dimension plus de valorisation touristique, et nous on a souhaité vraiment s'engager dans le domaine de l'impact de la lumière sur la biodiversité. Sachant qu'au départ on avait plutôt pris l'angle des économies d'énergie, d'où le fait que ce soit moi qui m'en occupe et pas mon collègue au départ mon collègue des TRAB n'était pas associé, donc maintenant on travaille de concert. Donc c'est vraiment un projet à la frontière transition énergétique et transition écologique. Donc notre objectif, c'était de savoir, comme l'a dit Romain, quel est le seuil ou la gamme de pollution lumineuse ou en tout cas d'obscurité qui n'est pas impactant pour la biodiversité, pour dégager la trame sombre. Donc ça c'est notre question de départ. Donc il nous fallait d'abord, comme l'a montré le petit schéma de Romain, travailler sur un diagnostic de la pollution lumineuse sur notre territoire. Donc on a en 2015, on a fait faire une étude à Dark Sky Lab, donc avait un outil de modélisation très précis, donc qui a donné cette carte de modélisation de la pollution lumineuse à l'échelle du lampadaire, ce qui nous a donné un premier aperçu. Donc une fois qu'on avait ce volet-là, il a fallu choisir une espèce indicatrice. Bon, évidemment, on ne peut pas étudier toutes les espèces nocturnes, il faut bien en choisir une. Donc on a choisi la plus facile et celle pour laquelle on avait le plus de données, c'est-à-dire les chauves-souris. Et notamment les chauves-souris lucifuges, qui sont repoussées par la lumière, donc les murins et les rhinolophes. Donc on s'est dit, on a déjà des données, donc ça va être très rapide, ça va être facile. Donc là, ce que vous avez, donc c'est un travail qu'on a aussi mené en partenariat avec le PNR des Pyrénées ariégeoises. Donc, on a transféré nos données d'observation de chiroptères à Dark Sky Lab, de chauves-souris, et donc tous les points que vous voyez ici, là, noir et blanc, ce sont les points de contact. Donc par exemple, un des premiers biais, c'est qu'on voit qu'il y a, alors nous on fonctionne par vallée, il y a une vallée où il n'y a aucune observation, là, enfin où il y en a quelques-unes mais très peu. Donc en fait, ça, c'est évidemment, c'est pas qu'il n'y a pas de chiroptères, mais c'est qu'à
à cet endroit-là, il y a eu moins de prospection. Donc déjà, on voit déjà qu'il y a un biais dans nos données, on s'en est vite aperçu. Donc il y avait plein d'autres biais, en fait, c'est la difficulté de prendre des données de suivi d'espèces, mais qui n'ont pas été collectées pour répondre à la question pour lesquelles on l'interroge, et là c'était l'impact de la pollution lumineuse. Donc en fait, on a quand même, enfin Dark Skylab a utilisé ces données quand même pour avancer dans la méthodologie, et donc on a regardé par classe de pollution lumineuse. Donc par exemple là, la classe 1 c'est une classe très polluée, et la classe 8 c'est là où il y a le moins de pollution lumineuse. Donc on a regardé où est-ce que les chiroptères étaient les plus émergents et à partir de quel niveau de pollution lumineuse on les voyait beaucoup moins. Donc il y a eu un premier seuil de tolérance qui a été défini par Dark Skylab qui est à 21,3 magnitudes par arc seconde, sachant que comme je l'ai expliqué, ce seuil repose sur des données chiroptères qui ne sont pas assez robustes pour pouvoir se fier à ce seuil. Cela dit, on a quand même, je vais vous montrer ce qu'on en a fait, parce que la méthodologie nous semble bonne. On tâtonne, hein, on n'a pas la prétention d'avoir une étude sans faille, mais voilà, on a déroulé la méthodologie, et parallèlement, on a essayé de lancer une étude de suivi chiroptère pour aboutir à un seuil fiable. Alors, donc c'est une étude qui va être menée sur 2 ans. Donc, la première année a eu lieu cette année et a été réalisée par Emmeline Fraisse qui est dans la salle et qui pourra détailler plus précisément s'il y a des questions le protocole. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris une partie de nos territoires, donc pas la totalité, mais ça c'était plutôt pour une question de moyens humains parce que ça demande pas mal de temps. On l'a divisé en mailles de 250 mètres par 250 mètres. Et dans chacune des mailles, on a regardé la composition paysagère. Donc le pourcentage d'urbain, le pourcentage de forêt et le pourcentage autre, c'est-à-dire prairie le plus largement. On a regardé aussi les mailles qui étaient constituées de sol, c'est-à-dire sans présence d'eau, et les mailles qui avaient une présence d'eau. Donc on a regardé toutes ces mailles-là, on a enlevé toutes les mailles qui n'étaient pas accessibles, donc où l'altitude était trop élevée, trop éloignée des chemins d'accès, et il nous reste ce maillage là que vous avez projeté. Donc ce maillage nous a permis ensuite d'échantillonner les endroits où on allait faire un suivi chiroptère. Alors, comment on a réalisé ce suivi? Alors, on a aussi évidemment, dans chaque maille, donc on a le pourcentage boisement, urbanisation, autre, et évidemment, on a la moyenne de pollution lumineuse qu'on a tirée de la carte de Dark Skylab. Donc, on échantillonne le long d'un gradient de pollution lumineuse, et comment on enregistre très rapidement, comment on fait ce suivi chauve-souris? On pose ce qu'on appelle une bad box, que vous avez ici, donc qui va être posée pendant 2 nuits, avec un micro, et qui va enregistrer tout ce qui va passer. C'est-à-dire que ça enregistre non seulement les chiroptères, d'ailleurs lucifuges ou non lucifuges, mais également toute la faune nocturne, alors toute la faune nocturne en tout cas une partie, ça peut être les micro-mammifères, les orthoptères, les papillons de nuit. Donc nous on s'est focalisé sur le petit et le grand rhinolophe et les murins. On a recentré un petit peu notre étude. Et ce qui fait quand même, pour les données qu'on a traitées actuellement, 70 000 contacts, on va dire. Donc c'est déjà énorme. Alors, ça c'est les premiers résultats intermédiaires. Je vous l'ai dit, l'étude, elle dure 2 ans. Donc là, non seulement ce n'est que la première année, mais en plus, donc on devait échantillonner 160 points. Donc les données de la bad box sont ensuite envoyées sur le logiciel Vigichiro du muséum qui s'appelle Tadarida, et il y a un certain délai de traitement, de mise en forme des données et de retour du logiciel. Donc actuellement, on n'en est qu'à 90 données sur les 160 qu'on a enregistrées par la bad box, 90 données traitées par Tadarida, et les graphiques réalisés par Emile ici sont faites sur 50 données. Donc on a finalement pour l'instant, assez peu de données pour conclure, mais j'ai quand même voulu vous montrer quelle forme ça prenait. Donc ce qu'on peut voir, donc en haut c'est les murins, et ici vous avez le grand rhinolophe, et tout là-bas le petit rhinolophe. Donc
Donc on a ici, c'est la marge d'incertitude, donc elle est assez grande, hein, c'est ce que je vous disais, pour l'instant on a trop peu de données. On a des choses qui peuvent paraître un peu étranges, puisque donc là c'est la magnitude par arc seconde, c'est-à-dire que ici c'est faiblement pollué et ici fortement pollué. Et donc du coup on a quelque chose d'étrange avec une augmentation du nombre de contacts alors que la pollution augmente. Donc ça c'est certainement dû au fait qu'on a trop peu de données pour l'instant. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même que globalement on a un seuil qui est à peu près commun aux espèces, qui est entre 19,8, 19,5, où on a quand même une forte diminution de la probabilité de présence et du nombre de contacts. Donc on a certainement, donc vous vous rappelez le seuil d'avant qu'on avait défini avec les données qu'on avait, qui était de 21,3. Là il semble, mais évidemment c'est à confirmer, que finalement on a peut-être été un peu optimiste et qu'il faudra encore le baisser à 19,8. Donc cette étude va être poursuivie l'année prochaine, et donc on aura des conclusions définitives en septembre-octobre 2019. Donc, comme je vous le disais, ça c'est l'établissement du seuil. Je me dépêche, j'ai fini quasiment. Mais on a continué avec le seuil qu'on avait déjà de 21,3. On a continué notre méthodologie avec le CEREMA de Bordeaux qui réalise pour nous la trame verte et bleue, puisque nous on ne l'avait pas encore réalisé. Donc on est dans le cas que présentait Romain, où on intègre la pollution lumineuse dans la trame verte et bleue. Donc ce qui a été réalisé avec le CEREMA, c'est que on a pris, bon là je vous ai mis un exemple de sous-trame, évidemment c'est décliné dans toutes les sous-trames. On a 3 classes. Une classe fortement polluée qui va jusqu'à 20 magnitudes par arc seconde, où là la note pour être un réservoir de biodiversité, donc pour définir un réservoir il faut un certain nombre de critères, et on arrive à une note générale, hein. Et donc là la pollution lumineuse peut dégrader la note des réservoirs soit de 2 points quand elle est en classe 1 fortement polluée, donc c'est la grise, soit de 1 point quand le réservoir est situé en classe 2, donc moyennement polluée, où la note du réservoir n'est pas dégradée en classe 3 quand elle est supérieure à 21,2. Donc la pollution est de 21,3 ou plus. Donc donc ça nous permet de classer un peu les réservoirs impactés par la pollution. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Au final, il y a des réservoirs qui sortent, parce que par exemple des réservoirs qui sont peut-être un peu limites sur d'autres critères, d'avoir leur note dégradée de 2 points ou de 1 point parce qu'ils sont impactés par la pollution lumineuse, ils sont retirés de la liste des réservoirs. Donc c'est tout là pour la sous-trame que je vous ai mis, boisement d'altitude inférieure. Toutes les taches violettes, ce sont des réservoirs qui sont impactés par la pollution lumineuse et qui du coup ont été retirés de notre trame verte et bleue. Donc ils ne sont plus considérés comme des réservoirs de biodiversité. Finalement, la pollution, on considère que la trame verte et bleue, en tout cas la pollution lumineuse est telle qu'elle va impacter aussi bien les déplacements des espèces nocturnes, mais qu'elle va aussi avoir en cascade des répercussions sur la circulation des espèces diurnes. En tout cas, l'interaction avec les espèces diurnes. Voilà, ce sont des premiers résultats qu'il faut évidemment affiner et consolider. Et encore une fois, on tâtonne et on n'a pas la prétention d'avoir une étude sans faille, mais on espère que ça peut lancer d'autres études. Je suis dans le département Centre de ressources de l'Agence française pour la biodiversité, et donc je suis notamment chargé de mission trame verte et bleue, et le département Centre de ressources réunit plusieurs centres de ressources avec chacun une thématique privilégiée, par exemple Natura 2000, génie écologique, outre-mer, et bon, je ne cite pas tout le monde, mais ou trame verte et bleue. Et donc, voilà. Donc le centre de ressources trame verte et bleue, comme les autres centres de ressources de l'AFB, repose sur 3 piliers. Le pilier central, on va dire, ce sont des missions d'animation de réseau des acteurs, et notamment des acteurs de terrain, autour du sujet. Donc là, en l'occurrence, la trame verte et bleue, ça se traduit par
l'organisation d'événements en propre, comme ça peut nous arriver, donc d'organiser des journées d'échanges techniques, ou l'appui à l'organisation de journées comme celle-ci aujourd'hui. Il y a donc l'appui technique en bas à gauche, donc qui se traduit par un accompagnement dont des acteurs sur des conseils, de la formation, des échanges d'expériences. Voilà, et donc on aime bien justement les parcs, enfin pas les parcs, les parcs entre autres, mais les territoires ou les projets qui tâtonnent, pour reprendre l'expression d'Héloïse Deutsch, parce que ça nous permet de faire connaître aux autres ce qui est testé par ailleurs. Et donc ça se traduit par des fiches de retour d'expérience que l'on peut diffuser sur Internet, par des témoignages ou par l'organisation de formations où on fait intervenir des personnes qui organisent des choses sur le terrain. Et le troisième pilier, c'est la production et la mise à disposition de ressources techniques. Et donc sur la trame verte et bleue, on est appuyé donc par l'UMS Patrinat, donc en l'occurrence notamment par Romain Sordello, qui fait partie de l'équipe Centre de ressources trame verte et bleue, et aussi par Lucille Billon. Et on est également appuyé par IRSTEA et par le CEREMA, qui produisent des publications, des méthodologies, etc., que l'on est amené à diffuser. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement général du Centre de ressources trame verte et bleue. À ce sujet, je vous invite à me contacter si vous avez des idées d'expérimentation de terrain que vous voulez faire connaître sur la trame noire, mais aussi sur d'autres sujets liés à la question des continuités écologiques en général et de la trame verte et bleue en général. Et donc, surtout, je voulais mettre en avant notre actualité 2019, puisqu'on essaie de mettre cette thématique de la trame noire à l'honneur. Alors, c'est vrai qu'on aime bien le terme trame noire, en opposition donc à la remarque de Sébastien Vauclair, parce que on a un petit côté peut-être peintre, je sais pas, sur la trame verte et bleue, parce qu'on décline nos trames sur différentes couleurs, donc bleu, vert, noir, jaune, etc. Même si officiellement, en réalité, la politique publique est la trame verte et bleue. Voilà, bon, c'est peut-être pour ça qu'on a retenu l'entrée couleur. Bon, pour être bref et conclure ma présentation, en 2019, on a prévu l'organisation au premier semestre, probablement au printemps, d'une formation sur la prise en compte de l'intégration de la trame noire dans son projet global de trame verte et bleue. Probablement une formation sur 4 jours, la date n'est pas encore calée ni le lieu, mais on sera aux manettes avec Romain pour l'organisation de cette formation. Certaines personnes dans la salle ont même soit participé à la précédente formation en tant qu'intervenant, soit participé en tant que stagiaire. On a prévu, ça sera vraiment le point fort de notre actualité 2019 sur le sujet, l'élaboration d'un guide technique, donc avec Romain toujours, pour présenter les enjeux de la trame noire. Et donc ça reprend un petit peu le squelette de la présentation de Romain, mais on ira plus en détail. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment, ça permet d'apporter des solutions techniques aux gestionnaires d'espaces naturels, aux acteurs de terrain et notamment aux collectivités territoriales. Donc les enjeux, les méthodes d'identification de la trame noire et des solutions techniques sur les différents sujets. Et le dernier point, donc ça sera l'organisation d'une journée d'échange technique un petit peu comme celle-ci finalement, mais vraiment plus orientée sur vraiment la question de la trame noire et vraiment le lien biodiversité-pollution lumineuse, probablement à l'automne prochain, donc d'ici une petite année. Donc je vous invite à me contacter par mail si vous avez des questions sur ce programme ou sur d'autres sujets liés à la trame verte et bleue, et à consulter le site internet qui est notre façade en ligne du centre de ressources, donc trameverteetbleu.fr. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de vous présenter quelques outils un peu opérationnels à utiliser dans le cadre de l'urbanisme à l'échelle des collectivités pour un peu concrétiser des volontés politiques d'avancer sur le sujet. Donc en gros, je vais vous parler du plan local d'urbanisme qui peut être un outil mobilisable. Le schéma directeur d'éclairage qui a été évoqué rapidement par Paul Verny tout à l'heure. Je vais vous parler également des outils d'urbanisme. Et enfin, je finirai sur un outil contractuel qui a été créé par la loi biodiversité qui s'appelle l'obligation réelle environnementale. Alors, le document d'urbanisme, en fait, permet à différents niveaux d'intégrer les problématiques de pollution lumineuse et d'enjeux relatifs aux espèces nocturnes. Ça commence dès le rapport de présentation.
qui doit comprendre un état initial de l'environnement, état initial qui doit anticiper sur les impacts que le projet d'urbanisation va avoir sur l'environnement. Alors, si le PLU ou PLUI est soumis à évaluation environnementale, parce qu'il y a des cas dans lesquels on sort du champ de l'évaluation environnementale, il doit également prévoir des mesures qui vont permettre d'éviter, réduire, voire de compenser les impacts du projet urbain sur l'environnement, et donc notamment sur la biodiversité nocturne. Pour autant, pour pouvoir prétendre identifier les impacts et proposer des mesures adaptées aux enjeux de biodiversité nocturne, il faut connaître cette biodiversité nocturne sur le territoire. Ça veut dire d'avoir déjà travaillé sur l'identification des espèces et éventuellement des trames, des corridors qui sont utilisés par ces espèces à enjeu nocturne. Donc ça veut dire qu'il faut s'être posé la question en amont de l'élaboration du PLU. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué les atlas de la biodiversité communale qui peuvent être des outils qui peuvent être mobilisés, notamment sur les espèces nocturnes. Pas que, mais ça peut aussi être utilisé dans ce cadre-là. Deuxième partie du PLU où on peut parler de cette thématique, c'est le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui permet d'inclure des orientations générales de préservation, de restauration des espaces naturels et des continuités écologiques. Et donc là, rien ne dit qu'on ne peut pas s'intéresser dans ce cadre-là aux continuités écologiques nocturnes qu'on évoque depuis tout à l'heure. Alors je vous donne un exemple. Alors je suis désolé, j'ai pas eu le temps de contacter la commune pour avoir une version définitive. Là c'était une version de travail, mais je trouvais que les éléments étaient assez intéressants. Dans le PADD, ils affichaient notamment la volonté d'imposer un éclairage adapté pour les futurs projets d'aménagement. Alors là-dessus, moi j'ai une petite remarque. Je vois ça régulièrement dans des PLU, et l'échange que j'ai eu avec des juristes du ministère, c'est que c'était pas légal. C'est-à-dire de mettre ces éléments-là tels quels dans le PLU pouvait fragiliser le PLU. Pour autant, les PLU qui ont intégré ça n'ont pas été attaqués sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est une question de volonté politique et de risque conscient et assumé. Voilà. En remplaçant les éclairages nuisibles à la faune nocturne, éclairage boule, donc là on imagine que la commune peut très bien elle-même, si elle assure l'éclairage en régie ou si elle délègue à un syndicat d'éclairage, peut agir elle-même sur l'éclairage public en tout cas, à défaut de pouvoir agir directement sur l'éclairage privé. Alors, on peut également parler de cette thématique dans les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. Donc pour rappel, ces OAP sont non prescriptives et elles respectent le PADD, donc on ne peut pas avoir de contradiction entre la partie précédente, le PADD, et les OAP. Je suis désolé, j'utilise des acronymes, mais beaucoup de choses à dire. Et ces OAP, elles peuvent se représenter sous la forme de schémas d'aménagement. Donc on peut les sectoriser, on peut avoir des OAP qui sont sectorisés sur un quartier, sur une bordure de cours d'eau, sur une zone littorale, par exemple, et préciser les caractéristiques des principales voies et des espaces publics. Donc notamment sur les parties publiques sur lesquelles, encore une fois, la commune a la maîtrise, on peut tout à fait essayer de planifier ce qu'on va faire sur les axes principaux, les axes secondaires, les quartiers résidentiels, les zones d'activité économique, etc., etc. Pour autant, a priori, il n'est pas possible, donc ça c'est encore une conclusion suite à mon échange avec le ministère, et encore beaucoup de choses qui sont en question. Ce que je vous présente là, c'est des choses qui sont assez récentes en termes de réflexion, tout simplement. Moi, j'ai pas beaucoup trouvé de documents qui traitaient spécifiquement d'éclairage dans les PLU, enfin de pollution lumineuse dans les PLU, donc c'est à prendre avec, malgré tout avec précaution. A priori, on ne peut pas donner, on ne peut pas prescrire d'objectifs d'éclairement par zone, de technologie, de modélation de l'éclairage, etc. Certaines communes l'ont fait, mais comme je viens de vous le dire, il y a un risque juridique. Bon, ce qu'il faut par contre dire, c'est qu'avec le nouvel arrêté ministériel, le PLU ne peut pas, mais l'arrêté ministériel le fait. Donc on verra quelle sera la forme de l'arrêté définitif, mais les communes pourront à minima reprendre les exigences réglementaires qui sont prévues dans cet arrêté. Et ça ira assez loin sur certains territoires par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Dans le règlement du PLU, on a un outil qui existe. Donc là, c'est le code de l'urbanisme qui le prévoit explicitement. Le règlement peut délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et notamment pour la préservation, remise en état, maintien des continuités écologiques. Donc on a un outil qui permet clairement de créer un zonage spécifique aux continuités écologiques ou un surzonage pour dire que dans telle zone urbaine, à urbaniser, naturelle ou agricole, je souhaite mettre en œuvre des espaces de continuité écologique que je peux orienter spécifiquement sur la biodiversité nocturne. Et ce que le texte prévoit également, c'est qu'on peut donc localiser ces espaces et prévoir des prescriptions de nature à assurer leur préservation. C'est-à-dire que
alors là c'est mon interprétation, mais j'ai pas été contredit par le ministère quand j'ai dit, on peut contraindre le type d'éclairage dans ces espaces de continuité écologique, y compris sur les espaces privés. Alors il y a des communes qui l'ont fait. J'ai la commune de Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône qui a introduit des espaces de continuité écologique en bordure de cours d'eau en obligeant un recul de quelques mètres à partir du cours d'eau pour l'installation d'éclairage. Donc voilà, c'est le type de mesures qui peuvent être imaginées. Voilà. Autre piste, mais qui reste à expertiser également, c'est de conditionner les autorisations d'urbanisme à des critères relatifs à l'éclairage. Donc la commune, elle établit son PLU, mais au-delà de ça, après, les acteurs du territoire, les habitants, etc., déposent des demandes d'autorisation de permis de construire, permis d'aménager, etc. Et la commune délivre ce permis de construire à un certain nombre de conditions. Donc là, le sujet qui reste à expertiser, c'est ce qu'elle peut notamment conditionner la délivrance de l'autorisation au respect d'un certain nombre de critères relatifs à l'éclairage, comme c'est déjà possible pour la couleur des tuiles, la hauteur du bâtiment, la distance entre deux bâtiments ou la hauteur des fenêtres. Donc là-dessus, le ministère était beaucoup plus prudent. Pour autant, ça reste une piste à étudier en particulier. Je vous les présente parce que c'est des réflexions en cours, mais voilà. Donc autre élément, document de planification qui peut être mobilisé, c'est le schéma directeur de l'éclairage, qui en général, jusqu'à maintenant, les choix techniques de l'éclairage, on l'a vu, hein, se font en fonction du site. Est-ce qu'on est en centre-ville, est-ce qu'on est plutôt dans les écarts, caractéristiques du matériau éclairé, Paul l'a évoqué tout à l'heure, matériau sombre va demander une puissance, une quantité de lumière supérieure à un matériau clair. Les usages du site, est-ce que c'est une zone qui est particulièrement fréquentée ou est-ce qu'on a 2 passages dans la soirée? Quel est l'environnement lumineux? Est-ce que l'environnement est particulièrement éclairé et donc pour qu'on y voit quelque chose il va falloir éclairer aussi fortement, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt à proximité de zones sombres? Et quelle est la fonction principale de l'éclairage? Est-ce qu'on veut sécuriser des déplacements? Est-ce qu'on veut mettre en valeur du patrimoine, etc., etc. La proposition, c'est au-delà de ces critères habituels, c'est d'intégrer les enjeux locaux de biodiversité, donc qui se basent sur la connaissance qu'on aura sur le territoire, pour hiérarchiser les secteurs et les besoins d'éclairage en intégrant ce paramètre. Donc là, moi, ce que je propose, c'est pas de ne tenir compte que de ce paramètre, mais d'intégrer ce paramètre dans les arbitrages qui seront faits à l'échelle de la commune sur, à tel endroit, mon objectif d'éclairage, c'est celui-là. Et donc la méthode qui est proposée, c'est d'essayer d'identifier les espèces et les cortèges d'espèces à enjeux nocturnes du territoire. Donc déjà par analyse de l'existant, on a bien vu dans le cas d'Héloïse qu'il y avait déjà des données qui étaient acquises sur certains territoires sur des espèces à enjeux nocturnes. Et éventuellement en identifiant les manques et en acquérant des nouvelles données, notamment avec des dispositifs type Atlas de la biodiversité communale qui, pour information, peuvent bénéficier de financement, notamment de l'AFB. Ensuite, identifier les points de conflit actuels ou à venir avec ce cycle de vie de l'éclairage. Pardon, j'ai oublié le 2. Donc, localiser les parties du territoire qui sont nécessaires au bon accomplissement du cycle de vie des espèces à enjeux nocturnes que je viens de citer. Donc, quand on parle de cycle de vie, c'est à la fois les zones de nidification, mais également les corridors nécessaires à ces espèces pour aller se nourrir, pour se reproduire, etc. Identifier les points de conflit qui existent ou qui vont être créés par le nouveau projet d'urbanisme. Quand on crée une ZAC, on crée une route qui relie cette ZAC, qu'on va éventuellement éclairer, etc. Donc c'est éventuellement des nouveaux points de conflit à ces déplacements qui vont émerger. Et réfléchir à des solutions d'éclairage qui permettent de tenir compte de ces enjeux, tout en répondant aux autres critères habituels qu'on a évoqués plus tôt. Voilà. Ça va défiler. Voilà. Donc voilà, ça résume ce qu'on disait dans l'élaboration d'un schéma directeur d'éclairage. On va d'abord évaluer quels sont les enjeux énergétiques du territoire. Est-ce qu'on veut un facteur 3, 4, 5 qu'on a évoqué tout à l'heure? Quels sont les niveaux de service qu'on souhaite atteindre en termes d'éclairage? Quels sont les enjeux de sécurité au niveau des installations? En parallèle de ça, on mène éventuellement des inventaires faune flore pour déterminer les enjeux de biodiversité des différents secteurs du territoire. Et également les enjeux de qualité du ciel nocturne, si c'est une préoccupation de la collectivité, notamment s'il y a un observatoire astronomique, etc. Le tout peut être intégré dans un schéma directeur d'éclairage qu'on qualifie, c'est pas un terme déposé, de SDE environnemental, donc qui aura une vision un peu large, et qui pourra être retranscrit au travers de réglementation de normes. Donc les obligations réglementaires, les niveaux requis par les normes qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc il y a des normes d'application facultatives mais indispensables, notamment vous avez un club de Ligue 1 sur votre territoire, il faut qu'il éclaire à tel niveau sa pelouse pour pouvoir être retransmis à la télé. Donc il y a des normes qui sont facultatives mais de fait
plutôt obligatoire. Voilà. Et les réglementations notamment relatives à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et ça va se retranscrire également aux préconisations techniques sur le type de lampe, le type de luminaire, des typologies d'éclairage par secteur, j'ai parlé des stades, des rues, etc. Les modes de gestion qui ont été évoqués précédemment, éventuellement luminaire autonome pour les sites isolés, etc. Voilà. Donc c'est voilà. Et dernière chose dont je vais vous parler assez rapidement, donc les obligations environnementales, c'est un outil qui a été créé à l'article 72 de la loi biodiversité de 2016. C'est un contrat qui est établi entre donc librement consenti entre le propriétaire d'un bien immobilier, donc entendre propriétaire terrien, et un co-contractant qui sera soit une collectivité, soit un établissement public, donc ça peut concerner les parcs nationaux là, ici présents, soit une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, grosso modo une association de protection de l'environnement, une fondation, etc. Et l'objectif de ce contrat, c'est de mettre en place des obligations réelles qui vont s'appliquer sur le terrain du propriétaire en vue de protéger la biodiversité et les fonctions écologiques. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté dans la loi. Sachant que l'une ou l'autre des parties peuvent être à l'initiative du contrat, c'est-à-dire que ça peut être le propriétaire foncier qui dit « moi, propriétaire, je veux agir pour la biodiversité, j'ai un cours d'eau en bas de chez moi et je veux mener des actions », ou bien « moi, parc national » ou « moi, commune, j'ai identifié sur mon territoire des zones de trame noire que j'aimerais restaurer, je vais aller chercher les propriétaires concernés par les parcelles et je vais leur proposer de les accompagner pour changer leur éclairage, pour restaurer la continuité écologique au fond de ce jardin, le long de ces cours d'eau. » Voilà. Donc, qui peut les mettre en place ? Les propriétaires, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées. Et les co-contractants, je vous ai déjà dit qui c'était, collectivité, établissement public ou personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Et donc, comment mobiliser ces ORE ? C'est ce que je vous disais. Après identification des continuités écologiques nocturnes du territoire, qui seraient à maintenir ou à restaurer, la collectivité pourrait éventuellement proposer aux propriétaires l'établissement d'obligations réelles. Les propriétaires s'engageraient donc à mettre en œuvre un certain nombre d'actions, modification de leur éclairage, mise en place de masques arborés, plantation de haies par exemple, etc. En contrepartie, les contreparties sont complètement libres, qui peuvent être apportées par l'établissement public, la collectivité, etc. Qui peuvent être une assistance technique, qui peuvent être, c'est la commune qui fait, qui peuvent être financières. Et la loi donne aussi la possibilité aux collectivités d'exonérer le propriétaire en question de la taxe sur le foncier non bâti, la part communale de cette taxe. Donc c'est en fonction de la surface concernée, ça peut être plus ou moins incitatif. Sachant que c'est une perte de revenus pour la commune, donc c'est un choix politique assez fort. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet outil, il est assez récent, mais je me disais que ça pouvait être une bonne utilisation qui pourrait en être faite. Et il y a un guide qui est sorti, si vous tapez dans Google ORE CEREMA, vous trouverez le guide, ORE ministère, vous le trouverez également. Alors, à mon tour de manipuler cette souris qui fait peur à tout le monde, là ça marche. Vous connaissez les OPP, c'est les observatoires photographiques des paysages, tous les PNR le connaissent, tout le monde l'a mis en place, c'est un outil qui existe depuis 20-25 ans en France. Nous on en a fait un en lien avec l'entente qui gère le bien UNESCO sur le territoire Causse et Cévennes. Ça c'est les points qu'on a photographiés cet été. Le principe, c'est on prend un paysage, on le photographie exactement de la même manière, on choisit une occurrence de temps, donc on prend un paysage, 3 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, on photographie exactement le même paysage, dans les mêmes conditions techniques, pour pouvoir comparer son évolution, pour pouvoir étudier son évolution, aider à la décision, et en tout cas en parler en fait, en discuter, parce que pour objectiver en fait ce qu'on observe, parce que souvent c'est très intuitif, c'est très subjectif. Avant c'était un paysage ouvert, avant c'était un paysage fermé. En fait, c'est intéressant de prendre une photo pour vraiment avoir des témoignages visuels. Alors cet outil, il est vraiment... il est cadré, on a une méthode éditée par le ministère, on a des fiches techniques, aujourd'hui on met tout ça sur site internet pour pouvoir comparer les choses. Tout ça c'est cadré, connu, reconnu. En réalisant cet OPP au parc, on s'est dit, on était en plein dans le contexte de labellisation RIS, donc Xavier ne dormait toujours pas à l'époque, puisqu'on était en train de déposer le dossier. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un observatoire des paysages nocturnes ? Chose qui n'existe pas, à ma connaissance. Il y a quelques PNR qui ont fait des expériences sur des entrées de bourg, sur des points très très précis,
Mais en tout cas, on s'est dit, pourquoi pas observer finalement l'évolution des paysages, mais nocturnes. Alors on a travaillé avec Guillaume Cana, ici présent, qui nous a aidé à mettre en place la méthode aussi, parce qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait photographier. Dans le cas du diurne, on photographie les pratiques agricoles, les paysages touristiques, les grands sites, l'urbanisation, etc. Dans le cas du nocturne, on s'est dit on va photographier deux choses. On va photographier les vallées et notamment l'amélioration de l'éclairage. Donc vous avez vu cette photo ce matin, m'a-t-on dit, avec l'amélioration de l'éclairage. Donc ça, c'est des choses qui sont comparables. Et on va photographier une deuxième chose, c'est le halo lumineux et l'interface ciel-terre. Alors, on se lance dans cet outil, c'est ce que disait Héloïse tout à l'heure, j'aime bien, c'est on tâtonne. Moi, j'aime bien cette notion, la notion du temps aussi. Quelqu'un disait ce matin, on pourrait tout faire tout d'un coup, mais non, moi je suis pas d'accord, il faut prendre le temps. Et justement, c'est intéressant de prendre le temps parce qu'on peut expérimenter, comparer et peut-être dévier un petit peu nos outils, nos méthodes. Avec Guillaume Cana, en ce moment, on est en train de prendre ces points-là en photo. On en a déterminé, il y a 11 sites et 13 photos. Alors on sort du cahier des charges OPP diurne, hein, on se donne le droit de faire des panoramiques, des vidéos, des 360 degrés, parce qu'en fait ce cahier des charges, on est peut-être en train de l'écrire au Parc National des Cévennes, et ça on en est fiers. Enfin, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va être intéressant. Voilà, c'était juste pour vous présenter cet outil qu'on est en train de mettre en place. Voilà, ça c'est les documents techniques qu'on a fait, donc à chaque point de cliché, oui, on a une orientation, ce qu'on veut voir comme thème principal, etc. Donc voilà, les clichés sont en cours de réalisation par Guillaume. Éventuellement, s'il y a une question, il pourra peut-être prendre la parole.